La Grande Table des Idées, une émission programmée par Lucas Bretonnier avec Marie Fraboulet aujourd'hui à la préparation. Dans l'actualité des idées, l'enfance finit-elle un jour? Le livre s'ouvre sur le bébé que l'on dépose dans vos bras, sur le bonheur, mais aussi sur le vertige que cette nouvelle vie provoque. Invité, le philosophe Vincent Delecroix, spécialiste de Kierkegaard, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, grand prix de littérature de l'Académie française pour le tombeau d'Achille. Il est aussi l'auteur de Non, de l'esprit de révolte ou encore de Apprendre à perdre. Pour son précédent livre, Consolation philosophique, il nous rappelait ou pensait justement que nous vivions dans un moment et que nous étions inconsolables, invitant la philosophie à un discours plutôt modeste, plaidant pour une philosophie explosée, éclatée et en fragments. Vincent Delecroix publie aujourd'hui chez Rivage Leur enfance, où il se propose de quitter la perspective évolutionniste adoptée par une partie de ses prédécesseurs pour reformuler la question ainsi. Que serait-ce de penser l'enfance en oubliant l'âge adulte dans lequel elle est appelée à se dépasser? Bonjour à vous, Vincent Delecroix. Bonjour. Le livre, on le disait, s'ouvre sur ce bébé qu'on vous pose dans les bras et qui semble être une sorte d'évocation, comme un fragment de ce qui nous attend, mais c'est pas si simple à définir déjà ce qu'est l'enfance. C'est pas si simple non plus d'en parler. Comment vous avez choisi de le faire? Quel a été votre point de départ? Comment parler de l'enfance? Probablement pas en se posant cette question-là, justement. C'est-à-dire que le début n'était pas, enfin l'impulsion initiale n'était pas la volonté de parler de l'enfant, c'était de les regarder et tout simplement de consigner un certain nombre de choses que leur expérience, leur attitude, leurs gestes, leur rapport à nous. Les regarder parce que vous avez eu des jumeaux. Et oui, et extrêmement différents l'un de l'autre du reste, mais c'était plutôt, voilà, c'est ça, de saisir un certain nombre d'instants, qui pas nécessairement spécifiques à eux, mais saisir un certain nombre d'instants qui évoquent des choses qui évidemment témoignent de l'enfance, de l'état d'enfance, mais pas nécessairement, pas seulement, voilà, et penser à partir de là. Donc pas essayer de définir ce que, d'ailleurs, je serais incapable de faire, de définir ce qu'est l'enfance, ni même de me confronter directement à la manière dont l'histoire de la philosophie a pu penser l'enfance ou ce qu'elle a pu en faire, même si c'est inévitable de s'y confronter, mais plutôt d'essayer de saisir, encore une fois, des fragments d'enfance et de leur enfance, pas la mienne, la leur, essayer de se couler un tout petit peu, autant que ce soit possible, dans leur expérience et de voir comment ça marche. Alors on peut peut-être repartir de la citation en exergue du livre, celle d'Elias Canetti, l'écrivain, prix Nobel de littérature. L'enfant grossit en proportion du vieillissement. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle est très énigmatique à dire vrai, parce que elle a un sens simple, enfin qui pourrait paraître simple. Ça consisterait à dire que, évidemment, plus on vieillit, plus on se souvient, et donc l'enfance en tant qu'elle est cette mémoire. Elle ne cesse de s'approfondir, de se dévoiler, de se ramifier, et qu'elle encombre peut-être de plus en plus la mémoire, voilà, et que nous y revenons de plus en plus massivement. Mais j'ai choisi aussi de lui donner un sens un peu différent, à partir du moment où j'ai considéré que, c'est pas faire preuve d'une originalité folle, mais qu'elle est inachevable, qu'elle n'est pas dépassée justement, mais qu'elle est là, qu'elle se développe, qu'elle continue à se développer, pas nécessairement sous la forme des souvenirs. Et c'est une affaire de temps, hein. On va le voir avec vous, Vincent Delecroix, aussi, de passé, de présent, de futur, de temporalités différentes qui se rejoignent. On va écouter un extrait d'abord de la bande-annonce d'un film, L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, sorti en 2009, adapté d'une nouvelle de Scott Fitzgerald, né à 80 ans. Il a vécu, ce Benjamin, sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Je ne savais pas que j'étais un enfant. Je croyais que j'étais un vieillard au crépuscule de sa vie. Quel âge as-tu? 7 ans, et je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans. Tu n'es pas un enfant comme les autres. Les gens ne vont pas comprendre à quel point tu es différent. Benjamin, tu as l'air remarquablement jeune. Et un après-midi, j'ai rencontré la personne qui a changé ma vie à jamais. T'es malade? Ils ont dit que j'allais bientôt mourir, mais peut-être que non. T'es étrange. Je me disais que rien ne dure jamais. Et que c'est vraiment dommage.
Certaines choses durent. Alors, qu'est-ce qui dure jamais et qu'est-ce qui dure, Vincent Delecroix? L'enfance, c'est un état qui perdure quand même. On peut déjà commencer par le dire comme ça. Ouais, qui perdure. En même temps, lui confère, c'est ce que j'essaie de voir au début. C'est-à-dire que, bien sûr, ce que vous avez rappelé, ce qui m'importe, c'est de ne pas penser l'enfance dans un schème évolutionniste, parce qu'on en rate beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on regarde ce que l'enfance promet, ce qu'elle préfigure, ce qu'elle anticipe, et on a toujours le regard porté vers la suite. Voilà, il y a des virtualités, des possibilités qui doivent se réaliser, d'autres qui seront laissées de côté, c'est incontestable. Mais cette espèce de téléologie qui oriente notre regard et qui nous fait traverser l'enfance, en fait, et qui regarde l'âge adulte à travers l'enfance, c'est un bon moyen de la rater. Mais inversement, la figer dans une espèce d'état spécifique, voire de monde spécifique, c'est aussi un moyen de la rater, parce que c'est que du devenir, l'enfance. C'est au contraire, c'est une tension temporelle, permanente. Et donc c'est à la fois un état, mais un état évolutif en permanence. Et c'est ça, justement, qui le rend inachevable, parce que jamais accompli. Le nouveau-né ne s'arrête pas de naître, écrivez-vous, car l'enfance est une puissance du possible qui ne se pétrifie jamais dans le devenu. Est-ce que vous diriez quand même que quand vous analysez cette idée de l'enfance, ou quand vous regardez l'enfant, parce que vous racontez ça aussi, ce devenir, par cette idée d'accumulation des strates comme un millefeuille, comme si nos vies étaient cela. C'est-à-dire que ce n'est pas des états qui se remplacent, mais des états qui s'accumulent et se superposent, des états plus ou moins imparfaits. Est-ce qu'on peut définir l'enfance par ce retour aux sources et peut-être cet état presque, ce moi pur du début? Oui, encore qu'il faut se méfier, c'est ce que je dis à un moment, il faut se méfier aussi de ce tropisme qui consiste au contraire à dire finalement c'est là qu'est la vérité, finalement c'est là que sont les expériences premières, c'est là que finalement on saurait tout de ce que nous sommes en regardant bien les enfants, d'abord parce qu'ils s'ouvrent à un monde complètement neuf, ils sont eux-mêmes complètement neufs, ils sont en devenir, et peut-être que là il y a la vérité, il faut se méfier de ça. Une sorte de vérité primitive avant d'être dénaturée. Oui, voilà, et bon, que d'ailleurs il y ait une espèce d'atmosphère mélancolique à ce genre de réflexion, c'est incontestable, parce que nous les regardons comme ce que nous aurions pu être, ce que nous n'avons pas réussi à accomplir, ou que sais-je encore, mais le plus importante, me semble-t-il, était l'idée justement de cette stratification. C'est là, voilà, il y a des lignes de devenir dans l'existence. C'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas simplement qu'elle est désordonnée. C'est qu'il y a des temps qui se superposent, des types d'expériences qui se superposent, qui parfois se contredisent. On peut être à deux instants très proches, à la fois d'abord enfant, puis adulte, puis enfant. Ça dépend d'un certain type d'expérience, de rapport aux autres. Voilà, il faut maintenir cette espèce de stratification. Exemple, vous pourriez l'illustrer ou pas? Ah bah là, par Cette exemple, idée je suis carrément un enfant. Là. C'est vrai. Par exemple, je suis pétrifié devant la nécessité de dire quelque chose d'important, ou que je vais rater une occasion. Bon, voilà, il y a des moments où... Et c'est pas des régressions. C'est pas simplement parce que, bon, il resterait au fond de moi une espèce de mentalité un peu fébrile ou enfantine. C'est simplement qu'il y a, encore une fois, des types de rapports qu'on pourrait qualifier d'enfantins. Voilà, des peurs primitives aussi, des émotions qu'on peut retrouver comme ça un peu originelles. Bon, vous n'allez pas pour autant appeler vos parents à la rescousse, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous êtes là, seul avec moi, et on va tenter de continuer ensemble à aussi dépasser nos peurs. L'enfance, c'est un état qui ne finit jamais vraiment, vous l'évoquiez. Et ce qui est intéressant, on le disait, c'est cette notion de temporalité multiple. Présent, l'enfance, c'est à la fois le régime du présent, du nouveau, futur. On cherche toujours dans les traits de l'enfant les traits à venir, et ça, vous l'avez pratiqué, travaillé avec vos propres enfants, des expressions toutes simples dans lesquelles vous voyez peut-être pour l'une, la jeune femme qu'elle deviendra, pour l'autre aussi, l'enfant qu'il a déjà été. À quel temps on pourrait conjuguer nos récits d'enfance, finalement? À tous les temps? Impossible pour moi. Et c'est justement ça qui me fascine. C'est que, même indépendamment de la question de savoir comment eux le vivent,
Bien sûr, nous le vivons rétrospectivement, nous le vivons à rebours, nous le vivons dans la mémoire, c'est du passé pour nous, l'enfance, croyons-nous en tous les cas. En tout cas, quand nous pensons l'enfance, c'est au passé, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais en même temps, ce que j'essaie de voir, c'est que justement, cet état ou cette forme de devenir mélange tous les temps, tout le temps. Et c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire, il y a du passé, les traits qui rappellent les générations précédentes, et puis il y a des anticipations vertigineuses de ce qu'ils seront peut-être. Et cette espèce de mélange des temps fabrique pas un présent pur, l'instantanéité du bonheur enfantin, c'est pas vrai. Ça me semble pas juste. Ils sont constamment traversés. C'est ça que j'essaie de comprendre. Ils sont constamment traversés de temporalités différentes. Et vous revenez jusqu'à l'idée de ruine, d'une enfance qui ne s'achève pas, qui n'est pas faite de ruines justement, mais qui, on le disait, s'accumulait par couches. Peut-être faut-il, pour comprendre, passer par l'idée d'un régime de sensibilité particulière, ce que fait Paul Audy. On va l'écouter à propos du philosophe Jean-François Lyotard. Retour sur cette idée d'enfance. Au fond, l'enfant, au sens de l'enfance de Lyotard, c'est celui qui ne peut pas faire autrement que de se disposer à ce qui va arriver. Il n'est pas préparé à cela, il est en quelque sorte démuni, il est nu face à l'événement, mais il doit faire face à l'événement. Et cette condition de faire face à l'événement est la condition humaine par excellence, ou bien une condition préhumaine, si vous voulez. L'enfant est en quelque sorte débordé, il est excédé par tout ce qui lui arrive. Et cela le met dans un régime de sensibilité particulière. On s'apprête à nommer quelque chose, on s'apprête à l'identifier. Et pour autant, il y a quelque chose dans ce qui arrive qui échappe à cette identification. Qu'est-ce qu'il dit là, Paul Audy, Vincent Delcroix, sur cette idée notamment d'être excédé? Oui, je pense que c'est très juste. C'est très juste et c'est même empiriquement vérifiable. Il y a ces débordements. Simplement, il faut se garder peut-être d'en tirer une conclusion, un peu nostalgique ou mélancolique, mais qui n'est pas nécessairement fausse également. C'est qu'on a l'impression que justement le passage de la vie adulte est une réduction et que toute l'enfance serait en quelque sorte une manière de cesser d'être excédé, pas simplement de s'insérer dans un monde qui nous devient familier, dont nous partageons la connaissance des signes, etc. Mais que par tous les côtés, cette espèce de débordement, d'excès qui les déstabilise en permanence, tend à se réduire justement, à se stabiliser. Ça vaut pour l'expérience en général, mais ça vaut pour leur corps, par exemple. Cette façon d'apprendre progressivement à le maîtriser, c'est-à-dire à devenir maître de soi. C'est un peu inquiétant aussi. Voilà, c'est que ça donne l'idée que finalement, ce trajet est celui sinon d'un appauvrissement, du moins d'une réduction, d'une stabilisation nécessaire, incontestablement, mais d'une réduction de l'expérience elle-même. Oui, c'est intéressant parce que pour ça, vous étudiez tous les gestes, les faits et gestes de vos enfants, justement. Voir comment, petit à petit, par l'observation, vous voyez cet âge de l'enfance, en fait, cette enfance perdurée, évoluer aussi jusqu'à ce moment où votre fille commence à fermer, puisque vous parlez des corps, fermer la porte de la salle de bain, cette porte qui se referme sur cette intimité et ce corps dont elle va commencer à avoir la maîtrise, en fait. Oui, c'est un geste j'imagine qui frappe ou qui a frappé tous les parents. Ce geste de pudeur. Alors, bon, j'interroge, qu'est-ce qui l'a contraint à faire ce genre de choses? Quel type de contrainte sociale ou idéologique même l'oblige d'un seul coup à un geste dont on peut avoir l'impression qu'il exprime, je ne sais pas moi, la honte de la nudité, par exemple. Or, c'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit... Enfin, j'espère que ça n'est pas que ça. Mais la nécessité de retrancher son corps de l'exposition publique, par exemple, de la lumière, de l'accès, cette espèce de contraction à même le corps, ça me paraît emblématique, justement, de l'enfance. Ça ne veut pas dire que l'enfance se termine à partir de ce geste de retrait, de soustraction,
que l'innocence se termine, l'innocence de la nudité, de l'exposition, etc. Ça signifie au contraire que c'est ça l'enfance, justement. Et ça revient à ce qu'on entendait de la part de Paul Audy, c'est que il faut faire quelque chose avec ce débordement de la sensibilité, de l'exposition du corps permanente. Et que, oui, tout le travail de l'enfance, pour autant qu'il y a un travail, c'est ça. Ça consiste à délimiter les contours de son corps, délimiter l'expérience, à établir des ramifications un peu stables avec le monde environnant. Mais en même temps, tout ça est extrêmement plastique, tout ça est mouvant. Et Paul Audy le disait, c'est aussi la possibilité à un moment de nommer les choses. Il employait ce verbe, et vous y revenez longuement, sur la fonction du langage. Ce langage qui va pénétrer l'enfant, qui va lui donner la parole. Alors on dit aujourd'hui que c'est un autre langage, un langage à la manière de Rousseau, qui va se substituer au langage du bébé dit sans parole, perçu comme tel. Mais c'est ça, c'est quand est-ce que l'enfant va commencer à pouvoir mettre du sens en nommant les choses sur ces situations. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que, je le dis à un moment, oui, quand on est parent, à ce moment-là, on se dit, voilà, on assiste à une scène grandiose, c'est extraordinaire, l'animal devient humain, il passe d'un langage physique, ou plutôt d'un système de communication automatique, et plutôt performant, il faut bien le dire, à cette extraordinaire complexité du langage spécifiquement humain. C'est magnifique, c'est merveilleux et tout. Bon, je dois avouer que j'ai pas été absolument dévasté par cette découverte du langage, parce que justement, c'est pas une découverte. Et il faut faire attention à éviter de penser que l'enfant invente le langage, que toute l'humanité, d'un seul coup, s'épanouit. En réalité, le langage lui vient de l'extérieur, il est obligé de le saisir, et il le saisit maladroitement. C'est d'ailleurs ça qui est hilarant par moment. Il est obligé de s'insérer dans ce monde de signes qui, au départ, en tout cas, est pas du tout performant, et bien moins performant que son langage de bébé. Et que, oui, il dit papa, il dit maman, c'est extraordinaire, sauf qu'il n'a pas inventé ces mots-là. Au contraire, il essaie de les saisir. Donc, avant même de nommer les choses, il faut d'abord s'emparer des mots eux-mêmes. Et que cette manière très maladroite, jamais, encore une fois, tout à fait stable, et d'une certaine manière, significatif du rapport que les enfants sont obligés d'établir dans l'ensemble de leur expérience, dans l'ensemble du monde. Ils n'inventent rien de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est magnifique, justement. C'est qu'ils ne fabriquent pas le langage. On leur apporte le langage, il leur vient de l'extérieur, et il faut bien qu'ils en fassent quelque chose, parce que, au bout d'un moment, c'est plus performant. Et que... Oui, ça permet de se saisir des choses, ça permet d'établir une certaine continuité, une certaine stabilité dans l'expérience. Mais en même temps, il y a un caractère incontestablement stupéfiant, c'est qu'ils sont à un niveau d'accès à la parole, pas du langage, mais d'accès à la parole, qui cette fois-ci les met en quelque sorte directement en contact avec les choses. Et ces mots-là, ce sont des parties des choses. Alors c'est intéressant justement en ce moment, cette enfance, leur enfance, sous le sceau de la pandémie, c'est aussi une appropriation par l'enfant, par les enfants, de nouveaux mots, des mots que nous, enfants, on ne connaissait pas du tout. Et ces mots qu'ils s'approprient et qui semblent devenus si ordinaires pour eux, de quoi ça témoigne ? Peut-être justement d'une appropriation d'un monde, d'un extérieur, d'un monde nouveau. Mais de quoi d'autre pour vous, Vincent Delcroix ? Moi, ce que je vois surtout, comme j'imagine tout un chacun, c'est ce dont je m'inquiète plutôt, c'est de la mutilation de leur expérience, y compris de celle du langage. Et d'ailleurs, le fait même que mes enfants, ils ont 7 ans, au début de la pandémie, ils en avaient 5, c'est-à-dire au moment où ils apprennent non pas à parler, mais à écrire, à lire, et un moment dans lequel ils ont un rapport avec leur maître et leur maîtresse qui est extrêmement proche, ils sont obligés de porter le masque en permanence. C'est très étrange quand même pour eux. Et on aurait plutôt à craindre qu'ils s'habituent à ce type d'expérience et qu'ils jugent ça
normale, une situation normale, que le monde c'est ça finalement. Le monde c'est se fuir, porter un masque, se dissimuler, etc. Bon, voilà, ça, c'est des choses inquiétantes. Mais en même temps, on peut se dire que oui, ils apprennent des mots que nous ne connaissions pas, ils sont dans des situations par définition que nous ne connaissions pas à leur âge, mais ça aurait été valable pour n'importe quoi. Ça aurait été valable pour n'importe quel type de monde ou n'importe quel type d'âge dans lequel se serait développée leur enfance. De toute manière, ce monde est plastique, il évolue, et ils sont confrontés finalement à des expériences qui sont similaires aux nôtres, enfin à celles de notre enfance. Bon. Et eux-mêmes le sont plastiques, entre guillemets, cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que peut-être eux-mêmes sont encore sont moins alourdis que nous le sommes, nous, adultes, par toutes ces strates successives, hein, ce qui leur permet peut-être de s'adapter plus rapidement aussi à ce type de situation. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que cette période, la violence, la virulence d'un virus comme celui-ci, d'une pandémie, de tout ce qu'il a fallu faire pour s'adapter, ça les a sortis de l'enfance plus vite que prévu? Je suis pas sûr. Encore une fois, je suis préoccupé de la mutilation de cette expérience. Ça, c'est incontestable. Mais je ne suis pas sûr que ça les fasse grandir précocement ou d'une manière qui les dénaturerait, enfin qui dénaturerait cette enfance en elle-même. Je pense qu'ils la vivent. Pas non plus dans la confrontation à la mort, au deuil de proches. Vous revenez aussi sur ce que ça peut provoquer chez les enfants. Vous le dites d'ailleurs, nous ne sommes adultes que parce que nous cachons mieux nos larmes. Et c'est vrai qu'on a vu ça dans ces 2 dernières années. C'est l'arrivée du deuil, aussi de la maladie dans les familles, qu'il a fallu raconter, expliquer aux enfants. Hein. Oui, mais là encore, je pense que de toute façon... même en temps normal, je ne sais pas si ce terme a un sens, mais ils y seraient de toute manière confrontés, que c'est une confrontation qui est, là encore, une expérience essentielle de l'enfance. Et bon, je pense que, là encore, le cliché selon lequel, en tout cas jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire en réalité, tant qu'ils sont vraiment enfants, ils ne se représentent pas vraiment ce que c'est que la mort, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est peut-être le mot qu'ils ne saisissent pas exactement dans son abstraction et sa généralité, mais je ne suis pas sûr que nous le maîtrisions, nous adultes, si bien que ça, et qu'en revanche, qu'ils aient une expérience douloureuse de la mort, qui sache donc ce que c'est que la mort, j'en suis absolument persuadé, et simplement ça ne s'exprime pas selon les mêmes types de rapports. Mais est-ce que nous avons, si je puis dire, nous adultes mûrs, une expérience elle-même plus mûre de ce que c'est que la mort d'un proche? J'en suis pas du tout sûr. C'est pas simplement parce que dans la douleur intense, nous redevenons effectivement des enfants. Nous pleurons, nous sommes ravagés, comme ils peuvent l'être, mais parce qu'ils discernent aussi peut-être des traits de cette expérience qui sont des traits fondamentaux. La mort en soi, ça veut rien dire. C'est un terme parfaitement abstrait, et d'ailleurs un terme qui nous sert à la mettre à distance, incontestablement. En revanche, des fragments des morts, ça, ils en ont. Je cite Benjamin à un moment donné, une phrase qui est très très belle, qui dit que l'enfant est naturellement plus en contact, il connaît le chemin des morts. Il est naturellement plus en contact par la vivacité même de la vie, en contact avec le domaine des morts. Je crois que c'est absolument vrai, mais il est en contact avec un certain nombre de traits caractéristiques. L'absence et même l'intermittence de l'absence prolongée qu'est la mort, par exemple. Vincent Delecroix est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution chez Rivage de Leur enfance, pour quelques minutes encore donc. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Alors pour arriver à cerner cette enfance, ou plutôt leur enfance, Vincent Delecroix, vous travaillez aussi beaucoup sur la question des représentations, le fameux devenir soi. Et c'est vrai que dans nos représentations, l'enfance, c'est souvent un peu le paradis perdu. L'enfant est celui qui est aussi réputé pas fini, que ses parents vont devoir aider à aller jusqu'à l'âge adulte, comme si l'âge adulte allait être celui, au contraire, de la finition, de l'âge du produit fini, alors qu'on n'est jamais, évidemment, complètement soi. Vous avez aussi
tenter malgré tout une définition de l'enfance stricto sensu, et elle se dégage de quelques lignes directrices, dont une, et l'idée et l'exemple parlera à beaucoup, celle que l'enfance, c'est aussi le temps où on ne sait pas que c'est l'enfance. Et vous prenez l'exemple de l'enfant qui demande à avoir une photo de lui, enfant. Et bien là, justement, comme Orphée voyant et perdant simultanément Eurydice, c'est peut-être le moment où l'enfant n'est plus enfant. Cette idée de la photo, elle est assez belle, effectivement. Mais je pense que ça fait partie aussi de cette intermittence fascinante de leur expérience. C'est que, oui, ils ont des définitions, d'ailleurs, qu'ils manipulent parfois stratégiquement, ils ont des définitions de l'enfance. C'est-à-dire des définitions même quasi juridiques. Ils ont le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela, ou ils peuvent faire ceci physiquement, ils ont la possibilité de le faire, ou ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, ils peuvent se désigner eux-mêmes comme enfants. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, la conception que nous avons de l'enfance, c'est absolument pas la leur, et qu'ils ne savent pas en réalité ce que c'est que l'enfance. Ce terme leur vient là encore, leur vient d'ailleurs. Ils ne la vivent pas comme ça. Mais il arrive des moments aussi et c'est assez récurrent, il faut bien le dire, et c'est d'ailleurs parfois extrêmement drôle, parce que quand ils ont 5 ans et qui vous disent « Ah, quand j'étais enfant, c'était bien mieux, ou je faisais ça, ou quand j'étais petit », parce que maintenant, à 7 ans, ils sont pas petits, ils sont moyens, il faut pas se tromper, et quand j'étais petit, je faisais ça, etc. Mais ils sont aussi fascinés par cette espèce de petite enfance dans laquelle ils se reconnaissent pas vraiment, et quand ils se reconnaissent, c'est avec une immense nostalgie qui est presque la nôtre. Oui, c'est ça. Qui est presque la nôtre. Mais c'est vrai qu'on nous invite toujours aujourd'hui à la fois à regarder le monde avec des yeux d'enfant, à essayer de retrouver notre âme d'enfance, ce temps retrouvé de l'enfance. Comment y parvenir? Le faut-il d'ailleurs? Peut-être grâce à la littérature, grâce à l'art ou grâce aux rêves. Écoutons à ce sujet Raphaël Enthoven, il était l'invité des Chemins de la philosophie, évoquant la place de la rêverie dans le temps retrouvé de Marcel Proust. Il dit « J'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive. » On a là le secret des transmutations proustiennes, c'est-à-dire que il ne se souvient pas du passé, il est le passé de retour. Il a simultanément tous les âges de sa vie. Et chaque phrase a un âge différent dans la recherche du temps perdu. Quand il dit cette phrase, il est l'enfant que nous sommes, que nous avons été, que nous croyons avoir été et que nous sommes encore, qui continue de se mettre les oreilles sous l'oreiller en espérant comme une couverture magique, si vous voulez, se protéger du monde. Il est l'enfant qui cherche un refuge, qui cherche un havre dans le monde des rêves et qui abolit l'existence par la décision de fuir. Plus tard, le même homme, et plus tard dans ses premières pages, au rêve se substituera la rêverie, c'est-à-dire la capacité proprement littéraire à être à la fois suffisamment rêveur pour entrevoir ce que la lucidité nous cache, et être suffisamment lucide pour être capable de raconter ce que la rêverie nous a permis d'entrevoir. Voilà, Raphaël Enthoven, autour de Proust et de cette enfance retrouvée. Est-ce que d'ailleurs ces rêveries, vous avez travaillé et réfléchi, Vincent Delcroix, mais vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Raphaël Enthoven? Non, il y a beaucoup de choses Ouais. à propos de Proust, en l'occurrence, et sur la nécessaire médiation de la littérature et du travail de l'œuvre pour parvenir, qui est paradoxal, comme on sait, puisque chez Proust, c'est la mémoire involontaire qui produit justement cette coïncidence des temps, et que cette mémoire involontaire, c'est finalement l'œuvre extrêmement concertée qui aboutit au temps retrouvé, qui permet littéralement de la mettre en œuvre. Médiation de l'œuvre et de l'art. Hein, et je voulais qu'on s'arrête juste un instant là-dessus avant de terminer sur ces dessins d'enfants que vous avez aussi regardés et analysés. Vous dites que justement les dessins des enfants représentent un peu cette réalité-là, hein, cette réalité incarnée, tandis que les représentations que l'on juge fidèles, elles sont beaucoup plus artificielles. Hein. Oui, c'est notamment en me référant à un texte que j'ai toujours trouvé merveilleux de Merleau-Ponty, justement sur les dessins d'enfants, et qui entre dans cette nécessité de différencier, oui, ce qui est de l'ordre d'un rapport incarné au monde et ce qui est de l'ordre de la mise en distance presque théorique dont témoigneraient les représentations fidèles, réalistes, mimétiques. Et ce que montrerait le dessin d'enfance ici, c'est précisément le caractère originel de cet entrelac avec le monde, de cette expérience charnelle, incarnée de l'enfant dans le monde. Et que, voilà,
Donc là, on serait là, effectivement, avec le dessin d'enfant, dans une espèce de témoignage, c'est ce que dit Merleau-Ponty, de témoignage de cette expérience incarnée, témoignage qui est progressivement abandonné ou mis à distance pour des opérations un peu plus théoriques. Bon, en même temps, là encore, il faut éviter de sombrer dans le pathos et même dans l'admiration sans borne. C'est pas simplement que la production des dessins d'enfants est industrielle et qu'au bout d'un moment, ça finit par lasser un peu l'émerveillement. Mais c'est que, voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont en jeu dans cette production des dessins, et notamment la relation à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ça, c'est des questions que les philosophes se posent souvent. Est-ce à dire que les enfants sont tous des philosophes ou que les philosophes sont tous des enfants? Non, vous tranchez comment? Ni l'un ni l'autre. Pardon, c'est une mauvaise réponse, mais justement, c'est pas la vérité, c'est pas le point d'origine de toutes les vérités, mais c'est simplement que, c'est ce que j'ai essayé de ressaisir. Ça fait penser, voilà, ça fait penser. Je sais pas comment le dire autrement. Leur enfance, Vincent Delecroix, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vient de paraître chez Rivage dans la collection Bibliothèque. Merci à toute l'équipe de La Grande Table et merci notamment aux réalisateurs Benjamin Hu et Adrien Roch pour leur aide précieuse dans la préparation de cette émission. Aux manettes aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Arthur Dumont. Merci encore.